Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Nous sommes avec Frédéric Bracht. Frédéric, bonjour, bonsoir et merci d'être avec nous. Et Bonsoir, c'est ravi pour d'être là. bonsoir, merci. C'est pour la troisième fois de l'année qu'on se retrouve pour faire une analyse, un tour d'horizon général. Bonsoir, Monsieur Le Petit, qui nous dit bonsoir. Cette fois, on va évidemment évoquer l'ensemble des problématiques qui peuvent se poser au secteur de la health tech et des choses, des bonnes et des mauvaises choses. Avant de commencer, juste un petit mot tout de même. Nous sommes ensemble pour 40 minutes. 40 minutes pendant lesquelles vous pouvez à tout moment, je dis bien à tout moment, poser vos questions sur la partie chat qui est sur la droite de votre écran en principe. Et je me ferai vraiment un plaisir de retransposer et de retransmettre vos questions à Frédéric. Voilà. Par ailleurs, évidemment, comme toujours, je tiens à vous remercier tous d'être là avec nous, à remercier aussi nos abonnés parce que sans nos abonnés, évidemment, on ne pourrait pas tenir ce programme de qualité avec vous, avec ce partage qui est un partage qu'on a institué depuis un an, depuis maintenant une vingtaine de conférences cette année, et une mention spéciale pour nos abonnés, évidemment, parce que c'est grâce à l'argent qu'ils soutiennent cette visioconférence, ces visioconférences et aux abonnements et à la confiance qu'ils nous portent. Voilà, donc Frédéric, maintenant ça va être à nous. On a posé quelques jalons, on a pas mal de sujets à aborder. Et puis, comme d'habitude, on démarre toujours par cette thématique du bulletin de santé globale de la health tech dans le monde. Quelle est l'analyse? Quelle analyse fais-tu de ce qui se passe aujourd'hui du côté des health tech? À toi, Frédéric. Alors, si on prend d'un point de vue global, je pense que la health tech se porte bien, même peut-être très bien dans certains cas de figure. Alors ensuite, il y a le contexte de marché, ce qui est différent. Donc, il y a certaines sociétés qui certainement ont quelques petits soucis en ce moment de refinancement dans le contexte actuel. Et on voit bien que les choses ont fondamentalement changé du côté que ce soit de la bourse ou des investisseurs. C'est-à-dire qu'on privilégie des sociétés qui génèrent du cash, qui ont un circuit pour devenir rentable relativement court. Et donc, c'est tout le contexte actuel, que ce soit avec l'inflation, la guerre en Ukraine, toutes les tensions qu'il y a avec la Chine. Et tout ça, évidemment, ça crée une certaine incertitude sur le marché. Et donc, si on prend les jeunes sociétés qui ont toujours besoin de se financer ou qui travaillent par palier, par milestone, et ben là, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais sinon, on regarde, les technologies avancent tellement vite en ce moment que la health tech se porte plutôt très bien. Il y a vraiment, à mon avis, il va y avoir des avancées colossales dans les années à venir. Je crois que j'ai jamais été aussi optimiste, par exemple, de la contribution que la technologie va avoir pour la santé. Donc, je crois que c'est vraiment, on est en train de franchir des paliers absolument colossaux et qu'on voit, nous, au quotidien, c'est-à-dire comment est-ce que, typiquement dans l'imagerie, on peut mieux sélectionner des patients qui vont répondre à un certain type de traitement, comment arriver avec des indicateurs prédictifs. Mais on voit ça à tous les niveaux, que ce soit pour nous l'imagerie, mais tous les instruments en cardiologie, en neurologie, etc. Et de vraiment faire le lien aussi, ce qui, moi, me semble une très, très bonne nouvelle, c'est que tout le niveau de la santé commence à vraiment se positionner sérieusement sur quelque chose dont il parlait pendant longtemps, mais qui n'était pas nécessairement le cas, c'est la médecine préventive. Et là, je pense surtout au labo pharma qui, historiquement, n'avait pas un grand intérêt de la médecine préventive parce qu'ils avaient l'impression que ça allait peut-être leur faire perdre certains patients. Mais maintenant, je crois que ça, c'est l'histoire ancienne. Je crois qu'il y a vraiment une corrélation directe entre ce que la technologie peut apporter pour mieux cibler, mieux traiter les patients et les traitements eux-mêmes aussi. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Bien, parfait. Vous évoquiez le fait qu'il y avait parfois des difficultés de refinancement. On en a parlé. D'ailleurs, la semaine dernière, la une était portée sur ce sujet, la une de Biotech Finance, notamment avec une interview de Khalid Dedjo, de Brian Garnier, et qui avait évoqué, effectivement, on a un contraste. On a le contraste avec beaucoup de fusions-acquisitions. Il y en a eu 22 depuis le début de l'année, ce qui est un chiffre record, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis 2010.
Ouais. on va dire. Et puis l'autre côté contrasté, effectivement, c'était d'abord une bourse qui est complètement verrouillée, fermée, c'est nuage noir sur la bourse, et puis par ailleurs des refinancements qui sont difficiles. Peut-être qu'on va trop vite parce que refinancement difficile, logiquement, cette semaine, on a des annonces merveilleuses. Hein. On a un tour demain qui va être un des plus gros tours de l'année qui est annoncé en France par une biotech française. Donc, Ouais. ça va être sympa. Voilà, donc ça, c'est un contraste. Mais et le reste des biotech, effectivement, ont beaucoup de difficultés. Beaucoup ont des difficultés à lever, ne serait-ce que pour les 12 mois qui viennent. Il y a une certaine tension et elle est palpable. Le bulletin de santé de l'imagerie, lui, est intéressant parce que si on plonge directement dans ton domaine, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les… Alors, c'est un peu les mêmes tendances que tu as mentionnées vis-à-vis des fusions-acquisitions, etc. On voit bien qu'il y a beaucoup de groupes déjà bien implantés qui, eux, peuvent se positionner. C'est les soldes pour eux. Donc, ils vont essayer de racheter à forte décote aujourd'hui. Ce que j'appelle forte décote, c'est par rapport à des valorisations qu'il y avait typiquement il y a encore 8 mois. Et ça, évidemment, ça a lieu aussi au niveau de l'imagerie. Alors, on voit aussi, il y a même… il y en a qui profitent de ça. Typiquement, si je pense à GE, GE va filialiser la partie GE Medical. Donc ça, c'est aussi une grande première pour GE parce que ça a toujours été un très grand conglomérat. Et il repositionne ça vraiment sur la technologie d'imagerie. Il commence à se repositionner à ce niveau-là. Et donc, on peut s'attendre aussi dans le futur que dans le domaine de l'imagerie, il va y avoir certainement des consolidations et certaines fusions et acquisitions qui vont avoir lieu aussi. Mais si on prend un peu d'un point de vue global aussi, même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, si on prend l'imagerie, donc qui par essence, ça a toujours été des sociétés de technologie dans le domaine de l'imagerie. Et ça se porte, le marché se porte pas trop mal. Si je regarde par exemple pour nous par rapport à des sociétés, par exemple dans les biopsies liquides, qui sont quelque part des concurrents à nous, où on peut certainement trouver beaucoup de synergie et de complémentarité aussi. Mais là, les valorisations ont très fortement chuté parce qu'on est plus dans du binaire et des cycles de développement qui sont très, très longs et très coûteux parce qu'ils sont obligés de travailler sur des études prospectives très longues. Ça s'apparente un peu plus à la biotech. Et du coup, ça a jeté un peu un froid sur le marché, sur certaines de ces valeurs, même si elles sont toujours extrêmement bien valorisées. Hein, parce que quand on voit que ce soit Exact Sciences ou Guardant qui valent plus de 7 milliards et qui génèrent très peu de revenus, donc elles sont toujours très bien valorisées, même si elles ont perdu 70% de leur valeur. C'était peut-être une bulle qu'il y avait avant et un certain rattrapage. Et on voit que nous, on est dans des choses un peu beaucoup moins binaires, c'est-à-dire nous, on peut faire des preuves de concept beaucoup plus rapidement. L'imagerie, c'est par essence, c'est l'état de l'art, c'est utilisé sur tout le parcours du patient, que ce soit dans un cadre de dépistage, un cadre de diagnostic, un cadre de suivi de patient. Et donc, nous, quand on commence à lancer un certain programme, on a déjà une très bonne visibilité sur le fait si ça va réussir ou pas. C'est des cycles de développement beaucoup plus courts et qui coûtent beaucoup moins cher parce qu'on n'a pas besoin de faire de prospectif aussi. Et ce qui explique certainement que les valeurs d'imagerie se portent bien. Il y en a une qui est sortie en bourse en Corée récemment, c'était, je crois, il y a 4 semaines ou 5 semaines, une très bonne valorisation pour une société qui fait, je crois, 4 millions de chiffres d'affaires. Ils font des choses très similaires à nous sur la partie e-biopsie, pas sur la partie e-séro. Ils n'ont pas cette activité. Ils font à peu près, je crois, 3 millions de chiffres d'affaires. Ils ont été valorisés à plus de 350 millions. Voilà, ça montre qu'il y a toujours un fort engouement et la perception que l'imagerie va vraiment pouvoir apporter des solutions de plus en plus pertinentes, plus les technologies arrivent à prouver justement le potentiel qu'elles ont, quoi. Juste un petit tour sur l'imagerie. C'est intéressant de savoir comment aujourd'hui, comment se positionne la France, l'Europe dans ce domaine-là. Est-ce qu'on est bien situé? Est-ce qu'on a une dynamique qui fait qu'on reste dans le train de tête ou pas? Alors, je crois que si on prend d'un point de vue compétence et d'un point de vue recherche, il y a des capacités extraordinaires en Europe. Il faut regarder que historiquement, l'imagerie, elle est vraiment issue de l'Europe, quoi.
c'est Siemens et Philips, et toute l'activité de GE d'imagerie au départ, c'était Thomson CGR. Donc, c'est au départ, 3 sociétés européennes qui ont vraiment créé ce marché, avec Canon Toshiba, évidemment, sur la partie asiatique. Donc, il y a toujours des compétences extrêmement fortes dans le domaine de l'imagerie, qui rejoint aussi le fait que des pays européens comme l'Angleterre et la France étaient des pays qui avaient des puissances nucléaires sur lesquelles, dans le domaine militaire nucléaire, il y a un besoin d'avoir des capacités d'imagerie extrêmement fortes, typiquement pour le satellitaire ou les guidages de missiles, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des compétences qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs, et la France est extrêmement bien placée pour ça. Ensuite, par contre, ce qui fait mal, c'est pas du tout les mêmes rouages qu'aux États-Unis. C'est-à-dire, on regarde un premier tour de financement pour une société telle que nous aux États-Unis, elle va lever 100 millions. Ici, ça ne se passe pas comme ça, parce que les gens veulent voir, montrez-nous vos milestones, revenez nous voir dans un an, montrez-nous votre preuve de concept, etc. Donc, on ne met pas les mêmes investissements derrière. Aujourd'hui, on n'est pas capable vraiment, en Europe encore, d'investir de cette manière-là. Alors maintenant, même aux États-Unis, évidemment, les choses se calment, mais voilà, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ils continuent à investir massivement dans le domaine. Et il y a beaucoup de sociétés françaises. Il y en a plein qui sont fait racheter par les Chinois et les Américains récemment. Et à mon avis, ça va aussi continuer parce que voilà, c'est des moyens de financement qui sont complètement différents aux États-Unis. Très bien. Donc, une chose sur laquelle on peut passer, c'est un des sujets aussi importants que nous avons évoqués, l'ESMO. Alors, c'était à Paris cette année. C'était à Paris, cette manifestation. Et c'est toujours intéressant de voir le point de vue d'un dirigeant tel que tu l'es, savoir qu'est-ce qui est ressorti, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui a été remarquable ou pas dans les sujets abordés, dans les technologies présentées, dans les évolutions scientifiques présentées. Qu'est-ce que tu en as retiré, ce qui y était? Oui, parce que ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous, on le voit un peu d'une manière différente. Nous, on ne développe pas de médicaments. Par contre, ils sont tous nos clients. Donc, sur toute la partie ICRO, évidemment, nous, on est très bien placés pour voir un peu les médicaments du futur parce qu'on gère aujourd'hui, je rappelle, plus de 220 essais en oncologie, que ce soit en thérapie ciblée ou en immuno-oncologie. Et ça dans tous les continents du monde, hein, parce que là aussi, on est complètement global. On a une très forte présence en Chine. On est peut-être le plus grand acteur en Chine aujourd'hui, hein. Dans le domaine d'imagerie reliée à l'évaluation des traitements en oncologie. Et on se développe évidemment très bien aux États-Unis et en Europe. Donc, on commence à vraiment avoir une bonne perspective. Ce qu'on voit, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment une convergence aujourd'hui où les pharma se positionnent de plus en plus sur un traitement dans un stade de maladie plus précoce qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qu'eux, ils appellent un stage shift, c'est-à-dire de commencer à évaluer les traitements en adjuvant ou même en néo-adjuvant. Et ça, donc, pour essayer de se positionner de manière même, de temps en temps, très précoce sur les patients. Et j'allais dire pour 2 grandes raisons principales hein, qui sont assez logiques. C'est que si je prends l'exemple, par exemple, de l'immuno-oncologie, les traitements ne marchent pas très bien en stade avancé de la maladie. Et malheureusement, aujourd'hui, en cancer, la plupart des patients n'ont pas de symptômes. Donc, quand ils sont diagnostiqués, c'est déjà un stade avancé de la maladie. Et quand le système immunitaire est déjà fortement impacté, c'est très compliqué, quels que soient les médicaments, les traitements qu'on essaie de mettre en place, quoi. Donc, et nous, on le voit très, très bien dans les études. Hein, les patients qui sont enrôlés à un stade précoce réagissent beaucoup mieux au traitement. Ça, c'est quasiment général, quel que soit le type de traitement. Le problème pour les labopharma, c'était comment est-ce qu'on va trouver ces patients? Parce que ce n'est pas simplement de les trouver pour les essais cliniques, mais il faut les trouver dans la vie réelle. Alors, je vais donner un exemple très concret. Si on prend le cancer du poumon, qui est une des grandes activités aussi que nous, on a en interne, donc on connaît ça très, très bien. Nous, on gère, alors je ne sais pas, je crois que c'est plus de 40 essais cliniques pour le cancer du poumon en ce moment. Les traitements, malheureusement, fonctionnent. Alors, il faut faire attention vis-à-vis des patients, mais ça ne fonctionne pas bien. Voilà, il n'y a pas de traitement vraiment qui marche aujourd'hui, que ce soit en thérapie ciblée ou en immuno-oncologie. Par contre, dans les essais, on voit même les patients en stade précoce réagissent très bien.
Donc maintenant, il y a, que ce soit tous les grands labos pharma se positionnent sur des traitements en stade précoce. Et ça amène une double opportunité aussi pour des sociétés telles que nous, c'est qu'ils ont besoin de nous pour gérer les essais cliniques, les aider à trouver ces patients pour les enrôler dans les essais cliniques, mais veulent absolument pouvoir les trouver dans la vraie vie, comme je disais, dans la routine clinique. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, les plus grands promoteurs, par exemple, du dépistage du cancer du poumon dans le monde, c'est AstraZeneca, c'est Roche, c'est Merck, c'est J&J, c'est Bristol Myers, parce qu'ils ont besoin de trouver ces patients dans la vraie vie. Et ça, comme je disais, d'abord, parce que les traitements marchent beaucoup mieux, mais ensuite, ils ont évidemment un très fort intérêt financier à le faire, parce que c'était, je vais donner une citation qui était, alors ça ne vient pas de moi, hein, c'est le chairman de AstraZeneca qui a fait une interview il y a 2 mois où il disait 94% de tout l'argent en cancer est dépensé dans les 3 dernières années de vie d'un patient qui va mourir. Donc c'est catastrophique d'entendre ça, quoi. Alors moi, c'est quelque chose que je prêche depuis longtemps, mais d'entendre un grand labo pharma dire ça, et il dit voilà, maintenant, eux, ils vont se positionner pour vraiment, vraiment travailler sur la médecine préventive. Et ils ont lancé typiquement un très grand programme pour essayer d'aider à la démocratisation du dépistage généralisé du cancer du poumon. Et c'est parce qu'ils savent qu'eux, ils vont pouvoir garder ces patients sous traitement pendant une dizaine d'années au lieu de 3 ans aussi. Donc financièrement, évidemment, ça peut être extrêmement intéressant pour eux. Oui, ce qui va vous amener peut-être à travailler de plus en plus main dans la main avec eux. C'est ce qu'on évoque aussi totalement. Pour l'ESMO toujours, vous avez fait 2 présentations. Donc, on rentre dans le vif du sujet médian technologie, une pour ICRO, une pour e-biopsie. Alors, quel est l'état d'avancement? Il y a des questions, il est 19h18, il y a des questions qui sont déjà posées. On les pose à partir de 19h20, n'hésitez pas à continuer. Mais voilà, ça va être la transition. Si on regarde les 2 posters qu'on a faits, ont eu une très forte résonance et pertinence. Et un, c'est de comment réduire la variabilité dans l'interprétation des images dans le cadre d'un essai clinique. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, entre 2 lecteurs, 2 radiologues qui regardent les images du même patient, il y a 40% de variabilité. Il y en a un qui va dire le patient va mieux, l'autre va dire non, il va moins bien. Donc ça, évidemment, c'est très problématique dans le cadre d'un essai clinique. Donc nous, on déploie de la technologie pour standardiser l'interprétation de la lecture et réduire cette variabilité. Donc ça, c'est vraiment le cœur du sujet de tout ce qui se passe pour tout l'ESMO, quelque part, j'allais dire. Et ensuite, sur la partie e-biopsie, c'était montrer la pertinence de nos résultats sur le diagnostic du cancer du poumon et comment on est la première société d'imagerie qui arrive à caractériser ce qu'on voit à l'image. Alors ça, c'est clé, ça rejoint exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque fois qu'ils veulent trouver un patient de manière précoce, il y a 2 types de patients. Soit c'est des gens qui sont enrôlés dans un programme de dépistage, ou sinon ce qu'on appelle des nodules pulmonaires qui sont détectés de manière incidentale. C'est-à-dire que le patient, il est venu, il a fait un scanner parce qu'il avait un problème cardiaque et on a vu un nodule pulmonaire. Aujourd'hui, il y a 2 millions de patients par an qui sont diagnostiqués de cette manière-là en Europe, à peu près la même chose aux États-Unis. Évidemment, on ne peut pas faire des biopsies sur 2 millions de patients de chaque côté de l'Atlantique, ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment pouvoir caractériser pour dire est-ce que c'est malin ou bénin pour pouvoir trier ceux qui vont vraiment pouvoir bénéficier d'une biopsie pour mieux comprendre l'état de la maladie, mais pas sur les 2 millions, sur ceux qui avaient vraiment un cancer. Donc, ces 2 parties-là ont eu beaucoup, beaucoup de résonance, évidemment, à l'ESMO et avec tous nos clients, tous nos labos pharma avec qui on parle. Très bien. Et alors, il est 19h20 pile, et donc c'est le moment de formuler les questions de nos participants. Et Mathieu Le Petit a posé beaucoup de questions. Alors, il y en a une qui est très intéressante, enfin, toute intéressante par essence, mais il y en a une qui est très intéressante, et effectivement, c'est l'activité ICRO e-biopsie en Chine à cause des reconfinements. Mais on peut l'élargir peut-être à d'autres pays. Il y a la Chine, d'une part, mais dans l'ensemble du monde, il y a des problématiques de confinement. Il peut se poser des problématiques de confinement. Quelle stratégie on met en œuvre dans ces cas-là pour effectivement lisser les gaps qu'il peut y avoir dans certains pays où tout est confiné et d'autres non, etc. Comment on gère ça? Ce n'est pas une question stratégique simple.
Non, non, et c'est évident que sur la Chine, ça a eu un impact, mais pour les Chinois et indirectement pour nous. Si on prend, par exemple, quand Shanghai a été mis sous confinement, bah là, il faut comprendre que les patients qui sont atteints d'un cancer ne peuvent même plus aller à l'hôpital. Donc, on va certainement s'apercevoir qu'il y a plus de gens qui sont décédés du fait du confinement que d'autres choses, quoi. Et simplement parce qu'ils ne pouvaient pas avoir leur traitement. Et donc, ça veut dire que les recrutements de patients, ils n'avaient pas lieu. Alors, le bon côté des choses, quelque part, aujourd'hui pour nous et pour nos clients pharma chinois, encore que ce n'est pas que des Chinois avec qui on traite, parce qu'on a les grands labos occidentaux qui font leurs études aussi en Chine, évidemment, avec qui on traite. Mais la Chine, c'est tellement grand que et en fait, il y avait peu d'essais cliniques qui étaient faits sur la région de Shanghai. Donc, vu que le reste du pays était resté ouvert, eh ben, ils ont pu continuer, même s'ils ont perdu quelques patients sur la région de Shanghai, ils ont pu essayer de compenser ça dans d'autres régions. Là, on voit en ce moment, c'est la région de Chengdu et de Wuhan qui est mise sous confinement. Donc, là, la Chine elle a pris une politique de ne pas tout fermer en même temps, ce qui permet de quelque part avoir des sas de décompression dans d'autres régions. Et quand on parle de l'échelle de la Chine avec 1,4 milliard, ce que ça implique plus, c'est des décalages dans le temps. Ça veut dire qu'il y a certaines études qui sont soit décalées s'ils avaient trop de patients dans une certaine région, qui reprennent une fois le déconfinement levé, ou il leur faut le temps de compenser ce manque de patients dans d'autres régions. Donc, nous, on a eu quelque part un certain impact, mais si vous regardez nos revenus Q2 sur la partie ICRO, on a fait 43% de croissance par rapport à Q2 de l'année dernière. Une grande partie, une partie continue à provenir de la Chine qui continue à avoir de la croissance. Donc, on a eu un impact, rien de dramatique. Voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer, et encore moins pour nos clients pharma, parce que c'est eux en premier lieu qui sont impactés, nous aussi, mais c'est eux qui vont chercher ensuite les nouveaux patients dans d'autres régions, etc. Donc voilà, je crois ils commencent à devenir assez bien rodés, parce que ça fait quand même bientôt 3 ans qu'ils souffrent de ce confinement, voilà, qui intervient à des intervalles assez réguliers. Question, est-ce qu'il y a un conseil de défense au sein de Médian Technologies qui évalue la situation dans le monde? Oui, oui. Bah, clairement, on regarde ça de manière très proche. Typiquement, alors, on a fait très, très attention à l'Ukraine et la Russie aussi. Hein, et historiquement, il y avait pas mal de recrutement de patients qui se passaient dans ces deux pays-là. Maintenant qui ont été détournés complètement vers d'autres régions. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a une lutte permanente pour les labos pharma pour trouver ce qu'on appelle des patients naïfs. Donc, ça, c'est qui ne sont pas sous un autre traitement et qui peuvent être enrôlés dans les essais. Parce que maintenant, il y a certaines régions qui sont impactées et c'est plus compliqué, quoi. Et donc, nous, on suit ça de manière avec une très grande vigilance, ça, c'est clair. Très fine. Parfait. On est toujours dans les questions des participants. Mathieu Le Petit, vos partenariats industriels. Alors ça, c'est vrai que c'est ce qui guide le développement aussi de la société. Justement, vis-à-vis de cette situation, est-ce que ça a un impact ou pas? Où est-ce que vous en êtes? Alors, on voit sur la partie ICRO, on avait annoncé déjà l'année dernière un très, très grand partenariat très stratégique industriel. C'est avec, je n'ai pas le droit de dire son nom pour des raisons de confidentialité, mais c'est le plus grand labo pharma dans le domaine de l'oncologie. Et ça commence vraiment à monter en puissance à partir de maintenant. Donc, il y a eu un certain décalage dans le temps, même si nous, on avait reçu le contrat fin octobre. Avant que ça se mette en place, il y a toujours l'historique qui était là et les anciens partenaires qu'ils avaient qui ont continué à terminer leurs études. Et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus d'études qui viennent vers nous. Et on voit qu'il y a beaucoup de labos qui s'intéressent à nous. Alors, c'est très intéressant, c'est que ce que moi je prêche depuis longtemps, c'est que les deux activités qu'on a, eBiopsy et ICRO, sont complètement synergétiques. La différence, c'est que eBiopsy va servir pas simplement les labos pharma, mais aussi le diagnostic des patients au quotidien dans la routine clinique. Bah, typiquement, quand on a publié nos chiffres sur le cancer du poumon, les premiers à nous appeler, ça a été 3 très très grands labos pharma. Et pourquoi? Parce que c'était ce que je disais tout à l'heure, ils se positionnent pour le traitement en stade précoce de la maladie. Et donc, du coup, on devient extrêmement stratégique pour eux.
Et alors là, je ne peux pas m'avancer, je n'ai pas le droit évidemment de dévoiler des choses, mais ça veut dire que ça ouvre des portes phénoménales dans la combinaison des deux, parce que si nous, on peut… Typiquement, c'est des clients avec qui on ne traitait pas avant. Donc, on n'avait pas d'activité ICERO avec eux, et ils nous ont contactés. Et là, tout d'un coup, ils disent, bah, vous pouvez nous aider dans les recrutements de patients, vous pouvez nous aider à mettre des tests compagnons sur le marché après, parce qu'on veut pouvoir trouver ces gens-là, comme c'est dans la vraie vie après. Et donc, ça semble logique que vous gériez aussi nos essais cliniques, parce que comme ça, vous pouvez faire des études sur nos données à nous. Donc, cette spirale vertueuse est vraiment en train de se mettre en place. Et voilà, j'espère qu'on va être capable d'en annoncer certaines dans un avenir relativement proche, sur les 6-12 mois qui se profilent. Et à mon avis, ça pourrait très bien faire boule de neige. Une fois qu'on en a certains des gros, évidemment, bah, ça va donner beaucoup de matière à réfléchir aux autres, quoi. Parfait. Alors, on continue sur ces questions. David Boubou pose une question sur les effectifs chez Median à l'heure actuelle. Alors, où est-ce que vous en êtes? Et justement, c'est intéressant aussi parce que, compte tenu du moment dans lequel nous nous trouvons, où il y a quand même beaucoup d'incertitudes, est-ce que tu continues à recruter fortement? Est-ce que Median continue à recruter fortement? Ou est-ce que vous pondérez un peu les niveaux de recrutement? Et est-ce que vous recrutez Median comme vous le souhaitez dans un domaine comme celui-là? C'est-à-dire, là, on est sur les expertises et les compétences. Alors, comme on a parlé de la France, qui est un summum de l'expertise dans l'imagerie, peut-être qu'il n'y a pas trop de difficultés en France de ce côté-là, mais vas-y. Alors, là encore, je peux pas tout dévoiler. Une chose qui est claire, c'est que je gère Median en bon père de famille aussi. Donc, dans le contexte actuel, j'essaie de faire le plus attention possible au cash. Et le cash est une des pièces maîtresses aujourd'hui, vu la conjoncture actuelle. Mais vu qu'on continue à se développer, on a une très forte croissance. Quand j'ai expliqué tout à l'heure qu'on a fait plus de 43% de croissance par rapport à Q2 de l'année dernière sur l'activité ICERO, elle est génératrice de cash. Donc, évidemment, nous, on ne va jamais mettre en péril la qualité des services qu'on est capable de déployer sur les contrats existants. Donc, si on a besoin de recruter, on le fera. En même temps, on le fait avec grande prudence, évidemment. Et donc, sur des postes clés, je pense typiquement à l'opérationnel, sur tout ce qui est avec la forte croissance qu'on a et on s'attend à ce qu'elle continue, bah, évidemment, on va continuer à recruter certaines personnes s'il y a des besoins de recrutement. Et sur la partie même data science aussi. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'était par rapport à la question tout à l'heure sur les partenariats stratégiques. Je pense que dans le futur aussi, il va y avoir beaucoup de grands partenaires de labo pharma qui vont être intéressés par financer certains de nos programmes. C'est-à-dire que nous, on n'aura pas besoin de prendre le risque, par exemple, sur le cancer de la prostate. Ça pourrait très bien être financé par un grand groupe qui, lui, a vraiment un besoin de faire ça, par exemple. Et donc, ça impliquera un recrutement, mais qui sera financé dans le cadre d'un projet de partenariat avec un grand labo, typiquement. Donc voilà. Parfait. Mathieu Le Petit repose une question sur l'avancement du pipeline. Où est-ce qu'il en est? C'est un point intéressant, effectivement. Ah oui, alors ça, c'est intéressant aussi parce que alors, le pipeline, il avance plutôt bien. Il y a une indication qu'on a vraiment, on est en train de mettre un très grand focus dessus aussi. Alors, c'est le cancer du poumon, mais cancer du poumon, si vous vous souvenez, au départ, on a beaucoup ciblé la catégorie de population qui participent à un programme de dépistage du cancer du poumon. Alors, je rappelle qu'il y a 15 millions de personnes qui sont éligibles au dépistage du cancer du poumon aux États-Unis. Et je ne sais pas si les gens sont au courant, mais la semaine dernière, von der Leyen, donc pour la communauté européenne, a annoncé le lancement d'un programme pilote qui va se généraliser pour le dépistage du cancer du poumon en Europe. Et c'est une des très fortes priorités du plan cancer 2022-2025 pour la communauté européenne. Et Macron avait lui-même annoncé exactement la même chose déjà au mois de février de cette année. Donc, on voit bien que aux États-Unis, c'est déjà implémenté depuis 3 ans ou 4 ans même maintenant. Et en Europe, ça va venir, à mon avis, très rapidement. Pour une raison toute bête, hein, c'est le cancer, toute bête, pardon, pour les patients, c'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est le cancer qui tue le plus de tous les cancers, c'est le taux de mortalité, et de 94% si on est détecté en stade avancé de la maladie, alors que tous les chiffres montrent que 92% des patients vivent au bout de 15 ans s'ils sont diagnostiqués en stade 1. Donc, c'est le plus grand impact qui ait jamais eu lieu dans le domaine de l'oncologie, c'est ça. Donc,
Voilà, donc il y a toujours ce focus-là. Et là, on a déposé, on est en discussion avec la FDA sur le protocole de l'essai clinique. Donc, on est toujours en discussion avec eux. Et on espère, si la FDA avance comme elle devrait le faire, être en position pour commencer cet essai toute fin d'année ou tout début d'année de l'année prochaine, comme on a toujours prévu. Maintenant, on rajoute une autre catégorie de population qui sont les cancers incidentaux qui sont détectés, comme j'avais parlé tout à l'heure. Ça, c'est une très grande catégorie de population aussi. C'est 2 millions de personnes qui sont diagnostiquées avec un nodule chaque année de manière incidentale, c'est-à-dire ils sont venus pour faire un autre examen et puis on a vu qu'ils avaient un nodule pulmonaire. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 6 millions de patients en Europe qui sont monitorés pour leur nodule pulmonaire, à peu près l'équivalent aux États-Unis. Et évidemment, on est incapable de faire des biopsies à 6 millions de patients. Et c'est des patients qui, déjà coûtent cher parce qu'on fait un suivi tous les ans pour voir quelle est l'évolution de leur nodule. Mais ensuite, le côté dramatique pour les patients, c'est qu'on s'aperçoit qu'ils sont peut-être passés d'un stade 1 à un stade 2, sauf qu'on n'avait été pas capable de les diagnostiquer quand ils étaient en stade 1. Donc là, nous, tout ce qu'on fait, évidemment, a une importance colossale, c'est-à-dire la très grande valeur ajoutée qu'on apporte, c'est dans la caractérisation, évidemment. La détection a toute son importance, on ne peut pas manquer des cancers, mais la capacité de caractériser est totalement unique aujourd'hui et sur lequel il y a un besoin vraiment généralisé. Tous les labos pharma nous demandent de travailler dessus parce que pour eux, c'est des patients en devenir et qui ne sont pas traités aujourd'hui parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et d'ailleurs, simplement, la prévalence de cancer dans cette catégorie de population est plus élevée que dans les cancers pour le dépistage du cancer du poumon. Parlons NASH et CHT. Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? Oui. Donc, sur la partie CHC, là aussi, ça fait partie de nos priorités. Ça avance bien. On est toujours dans le timing on avait prévu. Donc là, on avance très fortement sur la partie, que ce soit collecte de données, annotation de ces données. On a maintenant reçu des données qui proviennent un peu du monde entier, de très, très grands centres hospitaliers. Et avec les essais cliniques qui vont commencer à se profiler très prochainement. Et sur la partie NASH, pareil. Alors, même si on a décidé de mettre en priorité un peu plus la partie sur le cancer du poumon, les nodules incidentales, parce que c'est une énorme catégorie de patients et qui, en fait, c'est le même produit, sauf que c'est on doit faire des essais sur une autre catégorie de patients, c'est-à-dire, ce n'est pas des gens classés à risque du dépistage du cancer du poumon, c'est des gens qui ont été diagnostiqués de manière accidentelle. Et donc, on doit quand même, vis-à-vis de la FDA, les instances réglementaires, refaire des essais cliniques sur ces catégories de population qui sont différentes des catégories à risque. Mais là aussi, on avance aussi très bien. Ce qui est intéressant aussi pour la NASH, c'est qu'il y avait eu un désintérêt de la part des labos pharma ces dernières années, après les échecs qu'avaient eu Gilead, qu'avait eu BMS ou d'autres très grands dans le domaine. Et ils reviennent tous à l'attaque aujourd'hui. Et quelque part, je ne vais pas dire que c'est grâce à nous, mais c'est que des technologies vont commencer à permettre d'évaluer l'évolution de la maladie qu'on n'était pas capable de faire de la même manière il y a quelques années, quoi. Très bien. Alors, on a deux qui se rejoignent. Une de Bernard Seguin qui demande comment est-ce que Médian se situe par rapport à sa concurrence, sa différenciation, et David Boubou qui rajoute une question sur l'UNIT, la fameuse entreprise coréenne qui a des produits qui ressemblent entre guillemets à eBiopsy et qui commercialise déjà ses produits en partenariat avec GE ou Fujifilm. Question de David Boubou, est-ce que Médian se sent en retard? Est-ce que Médian est en retard par rapport à l'UNIT? Je crois qu'il y a des différences qui font que non. Non, mais il y a des différences très, très fortes. Ce que fait l'UNIT, on le faisait déjà il y a 10 ans. Donc, je ne vais pas être médisant et méchant avec l'UNIT parce que ça fait du bien à l'imagerie médicale qui est d'autres personnes. Mais ils font de la détection et pas de la caractérisation. Donc, ça, j'allais dire, c'est quelque chose qui est résolu déjà depuis très, très longtemps. Nous, on avait notre première homologation là-dessus il y a 10 ans. Hein. Donc, ce qui est complètement transformateur, c'est la capacité de caractériser avec un très haut taux de sensibilité, de spécificité. Ça, l'UNIT, aujourd'hui, n'y est pas du tout. Alors, si on prend dans l'univers concurrentiel, ce qui est intéressant, c'est
j'étais invité au mois de juin à une très grande conférence, la plus grande conférence sur financière diagnostic organisée par Cowen. C'est la première fois parce qu'il y a un tel engouement sur la partie diagnostic, c'est la première fois qu'ils ont fait une conférence santé uniquement sur la partie diagnostic. Et j'étais d'abord la seule société européenne et la seule société d'imagerie invitée. Et là, il y avait les gens qui venaient un peu du monde entier diagnostic, et tous les gens des biopsies liquides aussi en particulier. Et on voit bien que nos résultats font beaucoup, beaucoup de résonance. Je peux vous dire aussi bien la communauté financière, tous les grands financiers étaient là aussi. J'ai eu l'occasion de parler avec, voilà, je ne vais pas les nommer, mais des très, très grands investisseurs américains. Et je peux vous dire qu'ils ont été très, très intéressés par Médian. Ils voyaient très bien que tout le positionnement qu'ont eu les biopsies liquides sur ces dernières années, qui sont typiquement sur le dépistage ou le diagnostic précoce de cancer, ne marche pas. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas une question de science, c'est qu'il n'y a pas de dépôt dans le sang pour les cellules tumorales qui sont locales, ou très, très peu. Et donc, et par contre, dans la récurrence du cancer, il y aura un énorme intérêt pour les biopsies liquides, etc. C'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus complémentaire que concurrence. On va certainement être amené à travailler avec eux. J'ai parlé avec tous les grands acteurs quand j'étais là-bas. J'ai rencontré tous les CEO de ces sociétés-là. Et c'était extrêmement intéressant de voir comment il y a un shift. Et je voyais beaucoup d'analystes financiers sont venus me voir, beaucoup d'investisseurs américains sont venus me voir. Et là, je parle des plus grands dans le domaine, parce qu'ils sentent bien que bizarrement, cette partie qui était méconnue, alors qu'elle est là depuis toujours, l'imagerie, parce que elle est l'état de l'art, c'est l'imagerie, ce n'est pas les biopsies liquides. Tous les patients en cancer subissent des examens d'imagerie. Et maintenant, il commence à avoir, à mon avis, ça va être un très fort engouement pour toute la partie imagerie diagnostique. Et je pense qu'on est très, très bien situé par rapport à nos concurrents. D'ailleurs, je vais rajouter une chose là-dessus, même par rapport à l'UNIT, c'est-à-dire simplement l'exemple que m'a cité un très grand labo pharma à l'ESMO. Il m'a dit, vous êtes totalement unique parce que votre capacité que vous avez à traiter avec tous les grands labos pharma, vous êtes absolument conscient de tous les traitements qui sont mis en place. Et vous devenez un partenaire de choix pour tous les labos pharma. Et ça, l'UNIT n'a pas du tout cette activité ICRO. Donc, eux, ils ne sont pas du tout positionnés là-dessus. Donc, c'est complètement différent. C'est qu'eux, ils sont positionnés plus radiologie, alors que nous, on est beaucoup plus positionnés diagnostic. Donc, c'est un très, très fort différenciateur. Parfait. Il est 19h39. On a tout juste le temps d'une courte réponse avant de se quitter. Il y a une courte question. L'évolution de la business unit Imaging Lab, comment ça va? Ça se passe très, très bien parce que c'est vraiment faire le lien entre les activités qu'on fait avec eBiopsy et iChiro. Et je peux vous dire qu'à l'ESMO, le nombre de grands labos pharma qui sont venus pour nous parler en fait avec la partie Imaging Lab, parce que Imaging Lab va délivrer des services basés sur des choses qu'on développe sous eBiopsy. Et ça a été très, très bien perçu. Alors là, je peux vous dire que ça a été vraiment très, très bien perçu. Et donc, voilà, à mon avis, il va y avoir un très, très bel avenir parce que c'est ce que dit, je ne sais pas si vous avez vu aussi, le futur patron de Roche qui a été nommé maintenant, quoi. Il va prendre position dans 1 an. C'est le patron de Roche Diagnostic. Tous les grands labos pharma sont à la recherche. Ils sont tous à la recherche des meilleurs biomarqueurs pour leur dire si leur médicament marche ou pas. Et donc, toute l'activité Imaging Lab qui fait le lien entre que ce soit la partie détection, caractérisation qu'on fait, mais toute la partie prédictive de biomarqueurs en imagerie, elle a une très, très forte résonance. Et je crois que vous pourrez voir que d'ici 12-18 mois, Médian sera une société très différente, quoi. Eh bien, on attend ça avec impatience. C'était le mot de la fin. Merci Frédéric pour cette intervention encore brillante et exhaustive. On a abordé toutes les questions. Je pense qu'il y en a une ou deux qui sont restées en retrait, mais pas plus que ça. J'espère que vous avez été satisfait de cette intervention et de vos échanges et d'avoir pu poser vos questions. La semaine prochaine, mardi 20, nous serons avec Oncodesign, avec Philippe Gène. Alors, je ne sais plus si c'est Oncodesign ou Conservice, ou enfin, l'une des 2 branches d'Oncodesign en tout cas. Et Philippe, c'est toujours un grand moment parce qu'il a, comme Frédéric, la parole libre et l'analyse fine. Donc, merci beaucoup encore à tous et à très bientôt. Et j'espère vous retrouver mardi prochain
à 19h pour Philippe Gênes, Oncodesign. Merci Frédéric encore. Merci à tous pour vos questions et merci beaucoup à toi, Jacques Bernard. Au revoir.